Pour qui roule Obama? La menace du président Obama, en infraction du reste au droit international, d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran et contre tout pays si les intérêts vitaux des États-Unis et de leurs alliés, et donc de l'entité sioniste, étaient menacés, appelle une question. En quoi l'Iran, qui a été en 2 siècles envahi et non pas envahisseur, surtout depuis le traité de Golestan de 1813, serait-il une menace pour les citoyens américains? Sont-ce les Iraniens qui font le blocus des États-Unis ou l'inverse? Les premiers ont-ils abattu en pleine guerre Iran-Irak un avion de ligne américain, comme le navire américain USS Vincennes visant l'avion de ligne iranien IR-655 sur le détroit d'Ormuz, ce qui a donné l'occasion de féliciter le commandant du navire à son retour à San Francisco, de lui attribuer la plus haute distinction militaire de sa catégorie et d'ériger aussi, ce qu'on sait moins, un monument dans la petite ville de Vincennes, dans l'Indiana, exaltant donc cet homicide de 290 victimes, qui fut aussi un infanticide par la mort de 66 enfants. La question mérite d'être approfondie aussi d'un point de vue logique. C'est ce à quoi s'est livré M. Erdogan durant son séjour d'avril à Paris. L'Iran, a-t-il demandé aux journalistes, est-il si contraire aux Américains et aux membres du Conseil de sécurité que leurs entreprises soient les premières à contourner l'embargo contre l'Iran? Mais si les intérêts américains et divers autres sont attachés à commercer avec l'Iran au point qu'il faille que des sanctions soient brandies contre les compagnies en relation avec l'Iran, alors quel est cet intérêt vital, susceptible d'être défendu par le feu nucléaire? Nous sommes conduits à penser que certains intérêts déterminés veulent contrarier ou mieux détourner les intérêts naturels américains et autres de leurs objectifs traditionnels. Alors revient la question, pour qui roule Obama? Car il ne s'agit plus de l'Amérique où vivent près d'1 million d'Iraniens, où Los Angeles a été surnommé Irangeles, et dont il est convenu en effet d'entendre des éloges sur leur part importante dans l'économie locale. Non, il ne s'agit pas de l'Amérique américaine, mais d'un groupe d'influence qui lie son destin à celui de l'entité sioniste et qui se sent menacé, ne disons pas par l'Iran ou par la Syrie, mais par l'existence indépendante, par la volonté, par la liberté de l'Orient, qu'il entend corrompre, soumettre, vider de sa culture et de sa substance, comme une boiserie après l'installation d'une termitière. De là l'effort de ces milieux pour consacrer l'argent américain qu'ils détournent de l'économie saine à la formation de l'armée du crime et au pilonnage cybernétique de l'Iran. Ils leur font un tapage médiatique, non pas une propagande au vrai sens du terme, qui peut être vraie ou fausse en effet, mais qui repose toujours sur un argumentaire. Ici, nous avons affaire à un tam-tam, si on peut dire, à un bruit de fond continu qui consiste à coller l'étiquette d'Iran au terme de péril, de menaces, et par des voies d'affichage grotesques dans la presse, de paralyser l'esprit public. Une anecdote de l'histoire religieuse occidentale le fera comprendre. Un jésuite qui désirait obtenir le soutien financier de Rome au XVIIe siècle pour envoyer des missionnaires en Indochine, chaque jour, au passage du pape Paul V, répétait sa demande. Et ce nouveau converti, qui fit du reste la première translittération de vietnamien en lettres européennes, né dans une famille aragonaise, réfugié en Avignon après l'expulsion des Juifs d'Espagne, Alexandre Rueda, devenu Alexandre de Rhodes, triompha par la lassitude même qu'il inspirait. Aujourd'hui, on adopte la même attitude envers les intérêts de la colonisation sioniste, laquelle ne vise plus du Nil à l'Euphrate, mais s'infiltre partout où la voracité peut s'exercer. L'imam Khomeini, d'heureuse mémoire, disait dans un sermon délivré à Nadjaf, le 28 septembre 1977, qu'il y avait une inclination matérialiste chez certains qui suivaient Moïse, béni soit-il. Or, disait-il, à cela faisait opposition aussi une autre inclination, plus idéaliste, celle de ceux qui suivaient Jésus, béni soit-il. Mais, disait-il, il importe que le monde ait 2 yeux, qu'il juge de la nature réelle des choses, à la fois matérielles et spirituelles, qu'il entretienne des relations justes, donc, ce monde, et avantageux avec l'Iran, à la fois matériellement et spirituellement, ce pays avec lequel la Turquie partage, comme disait M. Erdogan, en Europe, un certain nombre de kilomètres, des centaines de frontières communes, que le monde juge enfin de la noirceur d'une politique d'agression annoncée pendant la campagne électorale américaine par le candidat du milieu belliciste, que l'on a cagoulé d'un prix Nobel de la paix pour que la propre stratégie de ces milieux avance cachée. Et alors, les 2 yeux du monde dont parlait l'imam Khomeini, ceux de la conscience et de la raison, l'utile et le vrai, verront l'Iran comme il est. C'est-à-dire qu'en réalité, nous apprendrons qu'il y a par là même moins d'Américains qu'on ne le dit dans cette Amérique menaçante. Et qu'il y a aussi plus de musulmans dans ce monde, si être musulman commence par l'usage de ces 2 yeux pour corriger les politiques borgnes.